On a appris dernièrement qu'au centre-ville de Montréal allait ouvrir une boutique éphémère du géant de la mode ultra fast fashion, comme on peut appeler Shein, un géant chinois de la vente en ligne. Et avec nous, un entrepreneur que j'affectionne particulièrement, Pierre-Olivier Mercier, qui est le fondateur des boutiques Walk-in et Atelier Méthodo, qui est de la production de vêtements corporatifs. Salut Pierre-Olivier. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va bien. Écoute, j'ai pensé tout de suite à toi pour parler de cette invasion chinoise en quelque sorte, parce qu'on s'entend que Shein, c'est un monstre dans l'univers de la mode et on sait que la guenille, les vêtements, la Chine est presque qu'un endroit essentiel. Toi, tu as énormément d'expérience là-dedans, un incontournable. Raconte-moi comment tu vois ça, cette arrivée sur le territoire montréalais. Ben, c'est sûr que d'un point de vue retail, je pense que il faut leur donner. Ils ont une stratégie qui en mon sens, est excellente. Surtout avec un pop-up shop comme ils sont en train de faire, comme ils ont fait l'année dernière. Ils vont chercher, en fonction du data qu'ils ont déjà au niveau de l'Internet, au niveau de leur site Internet, ils vont déjà chercher des consommateurs qui sont dans la région de Montréal, qui sont dans la région de Québec, pour être capable d'aller leur amener tout l'effet physique de l'expérience sans nécessairement avoir le long terme d'un bail, de garder des employés à long terme. Donc, ils viennent chercher vraiment comme ce que l'Internet n'est pas capable de nous donner, c'est-à-dire l'expérience client, l'immédiateté, l'essayage, la découverte, toute l'immersion évidemment dans leur image de marque, qui sont probablement qui ont plus de difficultés à faire au niveau du online, mais tout en ne pas gardant un bail à long terme, en ne pas travaillant que ce soit sur une culture d'entreprise au niveau des employés, garder des employés sur le long terme dans la région de Québec. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus dommageable au final, c'est que quand on parle de compétition inter-retailer au Québec, bien évidemment, en sens, c'est quasi impossible. Là, ils sont le roi du data en ce moment. Puis ils l'utilisent malheureusement très bien. Là. Exactement. Toi, tu as eu énormément d'expérience, tu as ouvert beaucoup de boutiques, tu as vraiment lancé une marque de vêtements, pas juste une boutique qui vendait des vêtements. Quel est l'avantage ou l'inconvénient, en quelque sorte, d'avoir d'un côté, bon, on comprend que les loyers, c'est très lourd à porter, à garder ses employés, former ses employés, ça coûte cher. Mais le commerce en ligne, c'est pas si donné que ça, non? C'est pas si donné, mais à l'inverse, évidemment, il y a l'acquisition l'acquisition des clients. Après ça, toute la question du shipping, free shipping, le retour qui est gratuit aussi pour être compétitif. Il y a d'autres frais, mais qui est beaucoup moindre. Puis pas juste ça, c'est qu'ils sont capables de s'ajuster. Tu sais, souvent, quand on regarde la rue Sainte-Catherine, où, à mon sens, a perdu beaucoup de son trafic, a perdu beaucoup de son importance. Mais si tu signes un bail sur 10 ans, il faut que tu fasses avec le trafic de la rue, d'amener les gens au travers de ça. Mais à l'inverse, si le trafic change, sur un online, ils peuvent changer. Le client peut changer de destination physique, mais il va toujours à la même place au niveau online. Puis c'est ça la clé qu'ils utilisent. Puis ils vont chercher le 10% qu'ils sont pas capables de faire au niveau du online, puis ils le font au niveau physique, mais en n'ayant pas les problèmes du long terme. Là. Parce que Shein, c'est un géant. Là. C'est 42 milliards de revenus US l'année dernière, 2 milliards de bénéfices, 273 millions de clients actifs dans plus de 160 pays. Donc, c'est clair c'est que énorme. C'est énorme. Cependant... Mais un de leurs gros points aussi qui attaque tout le monde en ce moment, c'est leur capacité à gérer leurs inventaires. En fonction de leur stratégie au niveau des réseaux sociaux, sont capables de voir rapidement sur des petites productions, 100, 200, de ce que j'en ai lu, jusqu'à 500 unités, de voir ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. Puis tout ce qui fonctionne pas, ils le gardent pas. Puis tout ce qui fonctionne, ils le reproduisent en masse. Ce que ça fait, ça gère un énorme problème du retail qui est en soi l'inventaire. Donc, s'ils n'ont pas de mauvais inventaire à gérer, ils n'ont donc pas de stock à acheter ou à liquider. Donc, c'est un coût qui est inerte au commerce de détail, mais qui est très, très présent, qu'on n'entend souvent pas parler. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'un T-shirt, souvent, on se plaint là plus ou moins que des fois, c'est cher. Mais un T-shirt à 75 $, là, c'est quoi son étape? Là? Explique-nous ça là, pour qu'on comprenne bien. Là, quand on achète un T-shirt à 75 $, l'argent, il va où? Bien, normalement, il y a à peu près 25% de ce montant-là, de ce coût-là, qui va dans le coût direct du produit. Ça veut dire que de la production en Chine, des transports pour l'amener jusqu'au Canada, puis ensuite au niveau des douanes. Puis un autre point qui est important, nous, au Canada, on paye en moyenne autour de 18% sur tous les produits du vêtement. Eux, en shippant de l'extérieur vers le Canada, toutes les petites parcelles de colis qui rentrent
sont souvent exemptés ou soit parce qu'ils passent au travers des mailles des douanes, mais ça a un impact important au niveau de la compétition aussi. Ensuite, normalement, 75% de la marge brute retourne aux retailers souvent pour payer les employés, payer le loyer, acheter, faire de l'acquisition client. Puis normalement, une bannière comme ça doit être capable de travailler autour d'à peu près entre 12 à 15% de marge nette annuellement. Là. Sur un t-shirt. Donc, il reste un 10-11 dollars de profit sur le t-shirt de 75 dollars qu'on vend. Ben, on n'a pas les marges de Chine, ne sont pas publiques encore, mais normalement, quand on regarde un comparable, mettons, au niveau, même nous, au niveau de Walk-in, ça ressemble à ça aussi quand on regarde Zara. Normalement, c'est les mathématiques qu'ils essaient de faire. Puis évidemment, étant avec la production qu'ils ont directement en Chine, ils sont capables de couper aussi beaucoup d'intermédiaires. Donc, exactement. Ils sont capables de vendre avec des prix qui sont si agressifs. Là. Est-ce que la mode est devenue une entreprise technologique? Assurément. Je pense que toute entreprise aujourd'hui, quand on regarde l'analyse, il faut faire l'analyse du data. Ça nous permet de sauver des coûts, ça nous permet d'ouvrir des magasins, de ne pas ouvrir de magasins de mauvais endroits. Je pense que tout ce qui ressort du data est extrêmement important à analyser, puis c'en est une démonstration. Ils font pas le pop-up à Montréal pour s'amuser le marché. Clairement, au niveau des codes postaux, de leur envoi, de leur shipping, ils doivent savoir que une grosse proportion de leur clientèle vient de la région de Montréal, puis c'est une façon aussi d'aller chercher sur le long terme aussi. Là, puis pour des marques comme celle que tu as fondée, Walk-in, quand on voit débarquer la porte d'à côté un Shein, comment on se sent? C'est quoi notre réaction? Puis c'est quoi notre pouvoir, en quelque sorte? Ou notre non-pouvoir? Je pense qu'on n'a aucun pouvoir, malheureusement. Je pense que c'est important aussi de rester focus sur ce qu'on fait. Mais malheureusement, au niveau des coûts, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que c'est surtout de travailler en constant sur les productions qu'on fait, être capable de ne pas gérer trop d'inventaire, d'être capable d'être manœuvrable facilement, d'être capable de changer de direction rapidement. C'est un mélange si tu veux, autant au niveau de la production, au niveau des employés, être capable peut-être, nous, à la fin, on signait des ententes qui étaient moins long terme au niveau des bails, pour être capable de réajuster le tir, ou de travailler avec des bails à pourcentage quand on est capable, ce qui permet de réajuster les dépenses en parallèle des ventes. C'est un peu ce qui nous sauve quand on n'est pas capable de compétitionner avec des gros joueurs. T'sais. Malgré quand on regarde Shein, c'est que c'est un énorme joueur et ils sont extrêmement agiles. Donc, ça devient un compétiteur très redoutable là, pour tout retailer qui est dans la région, qui est au Canada. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on pense que ça impacte juste une autre marque de vêtements quand un joueur débarque comme ça. Mais si ça te pousse à devoir renégocier tes contrats, tes baux de location, ça touche aussi donc les propriétaires de centres d'achat que eux, ils ont tout à gagner à ce que tu as des baux de long terme, là. Assurément, mais je te dirais, dans la cour des centres d'achat, je pense qu'il est temps, après les 10-15 dernières années, qu'ils réajustent. S'il y a une industrie qui est lente et qui est non agile, c'est bien eux. Je pense qu'ils sont victimes en même temps de leur non-ajustement au niveau des loyers, puis de leur changement aussi par rapport à comment les gens consomment, comment les gens se promènent, pourquoi les gens vont dans les centres d'achat. Je pense que l'expérience client aujourd'hui est devenue un point important. C'est ce que Shein essaie de faire avec un pop-up, mais c'est ce qu'un centre d'achat devrait être, où on est capable d'aller chercher une expérience client au travers de différentes bannières, que ce soit dans le vêtement, dans le restaurant ou dans des activités, où les gens sont capables d'aller pour s'amuser. Tu sais, si on recule là, de 15 à 20 ans, moi, quand on était jeune, on allait au centre d'achat pour se divertir. C'est pas juste pour consommer, pour rencontrer, pour voir des gens. Tu sais, on se promenait. Tu sais, cette activité-là, si je peux dire, s'est un peu perdue au travers le temps. Je pense que si on veut que les centres d'achat restent en vie, je pense qu'il faut clairement qu'ils travaillent à grande vitesse sur des changements comme ça pour être capable de suivre la clientèle. Ouais, effectivement, je crois qu'un centre comme le Royal Mount essaye de justement réinventer en quelque sorte puis d'offrir cette expérience-là autre que le vêtement. Dernière petite question par curiosité. Il me semble que la mode, entre guillemets, moyenne gamme a disparu. Tu sais, soit c'est du très bas de gamme, ultra fast fashion, très rapidement, tu achètes un T-shirt, tu le portes 2 fois, puis tu le jettes. Soit c'est du haut de gamme. Est-ce qu'il y a encore de la place pour du moyenne gamme ou de l'entrée de gamme? Je sais pas comment on appelle ça. Ça a toujours été une partie qui était difficile. Par contre, ce que je peux voir, c'est que le milieu de gamme a changé de strate de prix aussi. C'est du milieu de gamme, maintenant, on est presque rendu à 55 en montant. Avant, milieu de gamme, on était plus autour de 90, aller jusqu'à 200, 250. Maintenant, on tombe rapidement dans le haut de gamme en termes de prix.
la consommation au niveau des budgets familiales, on l'a vu longtemps, nous, de notre côté avec Walk-In. Ça a toujours été difficile. Le budget familial est attaqué. Évidemment, la dépense de vêtements est attaquée aussi. On peut acheter un coton ouaté, un habit pour la rentrée scolaire, mais on n'est plus là à en acheter 3-4. Donc, évidemment, la moyenne au prix devient extrêmement importante pour les familles. Donc, on le voit s'abaisser. Et c'est un peu le mélange avec la classe moyenne. Est-ce qu'on considère qu'il y a encore une classe moyenne aujourd'hui? Je pense qu'on s'efforce de se dire oui. Je pense que la réalité est tout autre. Elle disparaît de plus en plus, malheureusement, effectivement. Exactement. Donc, évidemment, leur pouvoir d'achat pour avoir des produits milieu de gamme est en train de disparaître aussi. Là, non, exactement. Et est-ce que c'est la même réalité? Bon, toi, tu as fondé les boutiques Walk-In. Donc, ça, c'est du streetwear. C'est de la marque de mode, comme on peut dire. Et maintenant, tu as fait un virage où tu as ouvert aussi Atelier Méthodo. Ça, c'est de la production de vêtements corporatifs. Est-ce que c'est la même réalité, un vêtement et l'autre vêtement, dans ces deux industries-là? Oui. La réponse, c'est oui. La différence, ou la grande différence, c'est qu'après, on avait 25 ans d'expérience. Quand on a vendu Walk-In, on a essayé de garder toute la partie production pour que les gens, les marques, que ce soit pas juste dans le retail, mais que ce soit même on travaille avec des bureaux d'avocats, des écoles privées, des écoles publiques, toute grande entreprise. En fait, toute entreprise qui ont besoin d'avoir une prolongation, une continuité de leur image de marque pour être capable de solidifier toute cette culture-là d'entreprise. T'sais, aujourd'hui, souvent, on voit les logos, mais c'est pas juste une question de logo. Évidemment, on essaie avec les entreprises vraiment d'aller créer une continuité de l'image pour que les gens soient capables de porter aussi à l'extérieur des entreprises dans leur quotidien, évidemment, l'image de marque des entreprises. C'est de cette façon-là qu'on y travaille. Puis je pense que c'est de cette façon-là que les entreprises sont aussi capables de se différencier par rapport à des géants comme Shein ou comme Amazon. Exact. Ben écoute, c'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir montré l'envers de la médaille de l'univers de la mode. Pierre-Olivier, merci, puis passe une bonne journée. Merci à toi, Nicolas. Ciao. Bonne journée.